Bonjour à tous et merci d'écouter le podcast Trading Masters. Je suis Xavier et je vais vous parler de stratégie d'investissement et de modèles de trading en me basant sur l'expérience des meilleurs traders de tous les temps. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. On va continuer à parler ETF, mais cette fois pour comprendre quel est leur impact sur l'économie, sur les marchés et sur vos opportunités d'investissement. Aujourd'hui, les ETF représentent presque 4 000 milliards de dollars. Ces montants sont de toute façon tellement énormes qu'on n'arrive pas à s'imaginer à quoi ça correspond. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse comme les journalistes l'appellent souvent, a fait une étude en 2016 sur les risques liés aux ETF. Ça fait une 30aine de pages. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Il se concentre surtout sur l'illusion de liquidité. Il y a un point qui m'a quand même marqué, c'est qu'ils prennent l'exemple de fin août 2015. Le marché action américain a connu un pic de volatilité, en grande partie dû aux inquiétudes liées à la faiblesse de la croissance ainsi qu'aux événements de juin sur le marché chinois. Et le 24 août, le niveau d'activité sur les marchés a atteint un niveau record. Avant même l'ouverture de la bourse, les marchés actions internationaux avaient déjà chuté de 3 à 5% et le S&P Future avait atteint sa limite baissière de 5%. À 9h40, heure de New York, donc juste après l'ouverture, près de la moitié des titres listés sur le NYSE, donc le marché new-yorkais, n'étaient pas cotés. Et les règles de cotation limitaient la disponibilité de l'information. En raison de tous ces déséquilibres sur les marchés, les market makers de plusieurs ETF n'ont pas pu jouer leur rôle d'arbitrage et donc n'ont pas pu donner de prix. Et finalement, les ETF ont été particulièrement touchés et plus de 300 ETF n'ont pas pu coter pendant près de 35 minutes. Et vous pouvez imaginer qu'en cas de vrai crack, ces 35 minutes peuvent être catastrophiques. Mais de mon côté, je m'inquiète pas trop de problèmes de liquidité sur les ETF, même si effectivement il y a eu un problème dans le passé, parce que si on compare à des fonds traditionnels qu'on ne peut vendre qu'une fois par jour, les ETF restent quand même extrêmement liquides. Ce qui m'inquiète plus, et c'est ça que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est que avec toute cette gestion passive, tous ces fonds indiciels, plus personne ne regarde vraiment les résultats et les perspectives de croissance des sociétés. Avant, que faisaient les actionnaires? Donc soit des particuliers, mais surtout des gérants de fonds de pension, de fonds de placement, etc. Au quotidien, ils surveillent leur investissement, ils surveillent les entreprises, donc ils participent aux assemblées générales, ils votent, etc. Donc en fait, ils arbitrent entre les sociétés. S'ils sont plus satisfaits des résultats d'une entreprise, ils vont la vendre et investir dans une autre, etc. Donc il y avait un vrai monitoring de leurs investissements et des vrais choix qui étaient faits. Aujourd'hui, qui sont les plus gros actionnaires des entreprises? Principalement des grandes entreprises. Ce sont les ETF. Vous pouvez faire le test, vous pouvez regarder Apple par exemple. Vanguard détient 7% et donc est un gros actionnaire à 7%. Et vous pouvez faire le test en général juste après le fondateur de la boîte. Vous allez trouver les Vanguard, les Fidelity, etc. Et je vous rappelle que ces ETF, ils ne font aucun choix entre les sociétés. Ils font que répliquer l'indice. Donc, ils n'achètent pas Apple parce qu'ils croient en son business model. Pourquoi est-ce qu'ils ont 7% d'Apple? C'est uniquement parce qu'Apple est dans les plus grosses capitalisations. C'est une des plus grosses entreprises dans les indices, c'est tout. Donc en fait, c'est un peu comme si le marché était figé. Donc les plus gros restent les plus gros, les plus grosses entreprises restent les plus grosses entreprises, et les plus petites, les plus petits. Il y a un côté un peu tout ou rien. Donc on pense que ça va monter, on achète un ETF, donc on achète toutes les entreprises de l'indice, surtout les grosses, et pareil à la vente, quand on n'y croit plus, quand on croit moins dans le marché, on vend en priorité les plus grosses entreprises. Et on peut imaginer que si il y avait quasiment que des ETF, le marché serait totalement figé. Apple, Amazon resteraient toujours les plus grosses entreprises du monde, même si elles se mettent à faire des résultats complètement pourris. Et à l'inverse, une PME qui aurait une croissance incroyable resterait une toute petite boîte parce que les ETF continueraient à n'investir qu'une toute petite partie de leurs actifs parce que dès le départ, c'était un petit poisson, si vous voulez, dans le gros océan. Donc bien sûr, j'exagère parce qu'il reste aujourd'hui suffisamment d'investisseurs avec un cerveau ou des algorithmes basés sur les fondamentaux pour influencer les marchés. Mais s'il ne restait que des ETF, c'est ce qui se passerait. Et je trouve que c'est une catastrophe pour ce qu'on appelle la gouvernance. C'est-à-dire que les actionnaires ne font plus leur rôle. Vanguard, je reprends cet exemple-là parce que c'est le plus gros gestionnaire d'ETF,
il ne va pas aux assemblées générales pour dire ce qu'il pense de la gestion de la boîte. Ils en ont rien à faire. Donc en fait, ça fait toute une partie des actionnaires, du capital, qui est totalement inactif dans la gestion de la boîte. Et en cas de krach ou de crise, avant il y avait une certaine réflexion. Par exemple, si c'est une crise sur un secteur particulier, une baisse des prix du pétrole, les gérants vendaient les pétrolières. Aujourd'hui, les particuliers ou les fonds de pension vont vendre des ETF, donc ils vont vendre tous les composants de l'indice. Donc je vais prendre un cas flagrant avec le SMI, l'indice suisse, donc qui représente les plus grandes capitalisations suisses. Si on achète un ETF SMI aujourd'hui, il y a 60% des fonds de l'argent qu'on met, qui va être investi dans 3 titres, Nestlé, Roche et Novartis, qui sont les plus importants. Et c'est une raison pour lesquelles les grandes capitalisations dans le monde entier, comme Amazon, atteignent des valorisations incroyables. On va être un petit peu plus positif maintenant, car ça offre aussi d'énormes opportunités. Car ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de pépites à trouver, et notamment en cas de krach. Car toutes les actions vont être vendues massivement, sans regarder leur valeur réelle, puisque les gens vont détenir des ETF et donc vendre les ETF, et donc vendre de la même manière tous les titres du marché. Traditionnellement, on distingue les valeurs cycliques, donc celles qui sont fortement impactées par l'économie, comme le BTP, donc la construction, les banques, l'automobile. Tout ça, ce sont des dépenses que vous allez réduire si vous êtes moins confiant dans l'avenir. Vous n'allez pas faire construire une maison, vous n'allez pas changer de voiture, ou vous n'allez pas demander de crédit à une banque. Et à l'inverse, on a les valeurs défensives, qui regroupent des secteurs solides, même en cas de crise, donc la santé, la pharmacie, les assurances ou l'agroalimentaire. Je vais prendre 2 exemples vraiment flagrants dans les small caps. 2 petites boîtes françaises, donc on a Eau de Royan, qui produit de l'eau donc dans la région aux municipalités de la ville de Royan et aux alentours, et Électricité de Strasbourg. Donc distribution de l'eau, distribution de l'électricité. Je ne pense pas qu'elle fasse partie d'ETF, mais ça reste un exemple frappant. Si elle faisait partie d'un ETF, en cas de crise, elle serait vendue en même temps que les autres titres. Alors que les gens vont pas arrêter de faire la vaisselle ou prendre leur douche ou de consommer de l'électricité. Et comme ce sont des entreprises avec un bon rendement, donc qui donnent de gros dividendes, on peut se retrouver alors avec une super rentabilité parce qu'elle se serait retrouvée vendue avec toutes les autres. Et ça marche aussi à la hausse. Un ETF va tirer ce genre d'entreprise à la hausse alors que leur potentiel de croissance est très très limité. En conclusion, l'expansion des ETF, c'est peut-être finalement une énorme opportunité pour la vraie gestion active. Les traders ou les gérants qui sauront trouver dans les marchés haussiers ou baissiers les aberrations à exploiter. Merci encore de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes intéressées par la finance. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.